Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais savoir si vous m'entendez bien. Est-ce que ma voix est suffisamment audible? Pour cela, utilisez le petit module chat à droite. Une petite réponse oui ou non d'ailleurs, ça ne marche pas, serait chouette. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous aurait l'amabilité de me dire dans le petit bloc chat à droite, s'il vous plaît, si ma voix arrive jusqu'à vos oreilles? Vous êtes actuellement 48. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire si oui ou non le son fonctionne, s'il vous plaît, à l'aide du petit module chat? Je vais essayer de mon côté. Bonjour à tous. Est-ce que nous entendez? Est-ce que quelqu'un peut, par un message, nous préciser si oui ou non vous nous entendez? Je vais. Oui, Je vais prendre une participante au hasard. Est-ce que Claire Agnew, à oui, qui je... bonjour. Bonjour, est-ce que j'ai Oui, ouvert le micro? Est-ce que vous m'entendez? oui, oui, très bien, très bien. D'accord. Ok, bah alors Bon, on peut y aller. On peut y aller. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 58 en ligne. Nous attendons 130 personnes normalement. Bienvenue, je me présente, je m'appelle Guillaume Minsan, je travaille au département communication du groupe AFNOR sur la thématique énergie. Donc mon rôle est d'accompagner nos experts des différentes entités du groupe spécialisées dans l'énergie, qu'il s'agisse de la normalisation, qu'il s'agisse de l'édition, de la formation ou de la certification, dans la pédagogie de ce que le groupe sait faire en matière d'efficacité énergétique et d'énergie bas carbone. Et à la tête de ces experts, il y a Catherine Moutet. Catherine Moutet, bonjour. Est-ce que tu m'entends, Catherine? Oui, merci Guillaume, je Voilà. t'entends parfaitement bien. Catherine Moutet donc, dirige la marque AFNOR Énergie, qui est commune à toutes les entités du groupe. Et au sein d'AFNOR Énergie, on trouve un bureau d'études qui s'appelle AFNOR Énergie Ingénierie, où officie notamment Timothée Goutet. Timothée, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui. Très Bonjour bien. Guillaume. Bonjour tout le monde. Parfait. Voilà, donc c'est Catherine et Timothée qui seront à la manœuvre aujourd'hui pour vous parler du décret tertiaire. Il s'agit ici d'un premier épisode d'une série de 6 rendez-vous en 2021 sur ce qui impactera énormément et durablement la politique énergétique, le management de l'énergie chez les acteurs du tertiaire. Et cela jusqu'en 2050. Catherine et Timothée vous expliqueront que la loi prévoit des paliers pour économiser de l'énergie. Je vais tout de suite passer la parole à Timothée Goutet, mais au préalable, vous inviter à vous manifester. Si vous avez des questions, même en plein milieu des exposés, il est hors de question que ça soit un tunnel descendant d'explications pour que vous ayez réponse à vos questions. Il y a le module chat, le module dont je parlais tout à l'heure et qui figure dans votre panneau de contrôle à droite. En tout cas, moi, je l'ai à droite sur mon logiciel. Et n'hésitez pas à l'utiliser, je filtrerai, je transmettrai à Catherine et Timothée. Voilà, donc bienvenue à tous à nouveau. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver le replay sur notre site internet. Sans plus attendre, si j'y arrive, je passe la parole à Timothée Goutet. Je vous souhaite un bon webinaire.
Merci Guillaume. Bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Guillaume a très bien introduit, donc je devais faire aussi une partie d'introduction, mais il a fait ça aussi bien, voire mieux que moi. Juste pour me présenter, donc Timothée Goutet, moi je suis ingénieur d'affaires pour Afnor Énergie Ingénierie, comme Guillaume l'a précisé. Et je vais laisser la parole à Catherine qui va présenter très rapidement nos activités. Oui, merci Timothée et merci Guillaume. Bonjour à tous, je ne vous ai pas encore salué. Voilà ce qui se passe aujourd'hui donc au niveau du parc tertiaire. Où est-ce qu'on en est? Je vais faire une toute petite introduction. Guillaume en a parlé, il a parlé de l'impact sur la politique énergétique de la France. C'est vrai que le parc tertiaire, c'est un parc très important avec 1 milliard de mètres carrés, donc qui est tenu à 27% par les collectivités territoriales et 10% par l'État, mais c'est surtout 17% des consommations énergétiques du pays et 9% de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi ce décret tertiaire est aussi important? Outre donc ces chiffres que je viens de vous donner, c'est qu'à la différence du secteur du logement, en fait, on a assez peu de données pour le caractériser. On n'a pas eu le fameux DPE de façon qui a été donc mis en œuvre de façon aussi importante qu'au niveau du logement. Donc on manque cruellement de données. Vous savez qu'actuellement le projet de loi énergie-climat est discuté donc par les députés. Et il y a un questionnement sur l'évaluation des politiques publiques. Et c'est sûr que si on n'a pas de données sur le tertiaire, on pourra pas bien évaluer donc ces progrès. Alors que le tertiaire, je veux dire dans la stratégie nationale bas carbone, c'est un objectif de rénovation de 3% donc de sa surface par an entre 2015 et 2050. Donc c'est important de commencer à réfléchir à la rénovation du tertiaire dès à présent, et c'est ce que en fait pousse le fameux décret tertiaire dont on va parler là pendant une petite heure. Alors, je ne vois plus l'écran. Est-ce que c'est normal? Je ne vois plus les diapositives. Alors, Catherine, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. D'accord, on va juste préciser à nos auditeurs et auditrices que c'est pas la loi énergie-climat, c'est la loi climat et résilience, plus exactement. Pardon. En tout cas, voilà, elle fait suite à et c'est un projet. Absolument. Voilà. Le diaporama de Timothée, normalement, est visible. Oui, voilà. Donc, il est visible. Alors, en quelques mots, le groupe AFNOR, Guillaume en a déjà parlé. Nous sommes un groupe qui est centré sur une association. Cette association donc pilote le système de normalisation français, une association de loi de 1901. Et donc, elle a des filiales. Une filiale donc qui est spécialisée dans la formation, c'est AFNOR Compétences, et l'autre dans l'évaluation et la certification, c'est AFNOR Certification. AFNOR Certification est bien connue pour donc en particulier dans le domaine qui nous intéresse, la certification ISO 50001. Et le groupe est aussi constitué d'une société pivot, AFNOR Développement, qui abrite les fonctions support et également donc les fonctions qui développent donc des prestations autour de thématiques phares pour le groupe AFNOR, en particulier donc la transition énergétique, qui est du ressort de mon département AFNOR Énergie Ingénierie. Donc, comme l'a dit Guillaume, nous sommes également donc bureau d'études et qualifiés pour des nombreuses missions donc de bureau d'études, donc pour le conseil, et également donc l'AMO autour donc de la performance énergétique. Le groupe AFNOR est présent en région sur 14 donc délégations régionales et également à travers le monde dans 40 pays. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je cède la parole donc à Timothée. Donc, la webconférence qu'on anime aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série qu'on a prévue de 5 webconférences sur le sujet du décret tertiaire.
Aujourd'hui, on va aborder la question du cadre réglementaire et puis commencer à voir les étapes et les outils pour la mise en œuvre en fait des actions pour se mettre en conformité vis-à-vis des exigences de ce texte. Vous verrez que vous avez d'ores et déjà des dates prévues que je vous laisse noter. On vous enverra les supports, donc juin, juillet, septembre et novembre, avec des sujets qu'on a identifiés aujourd'hui, enfin à ce jour. On vous sollicitera dans le cadre de cette webconf d'aujourd'hui pour savoir s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés de manière plus spécifique. On ne s'interdit pas de modifier un peu le programme. Notamment, on abordera la question de la gestion de la donnée à travers les plateformes Opérate, puis les outils de plateformes de monitoring qui peuvent exister. En juillet, on fera un focus plus sur le sujet des bâtiments publics, avec des retours d'expérience. Septembre, on s'intéressera un peu plus à nos amis industriels. Notez que public et industriel, on n'écarte pas bien évidemment l'ensemble des acteurs du tertiaire. L'ensemble de ces webconférences leur est aussi destiné. Et en novembre, on abordera la question de l'approche sur un site avec plusieurs acteurs, notamment à travers la 50009, mais qui peut être un sujet et permettre d'aider aussi pour la réponse aux exigences du décret. Voilà en gros pour cette série. Et je laisse Catherine reprendre la main, donc on rentre dans le vif du sujet sur les aspects réglementaires. Alors, pour replacer notre webinaire dans l'histoire finalement de cette réglementation autour du tertiaire, bon, elle remonte à 2010, puisque la loi Grenelle 2, dans son article 3, eh bien, décrivait des exigences de travaux à réaliser sur le parc tertiaire et privé et public. Mais néanmoins, donc, cette exigence n'a pas une traduction réglementaire, cette exigence législative, et ce n'est que donc à travers la loi de transition énergétique de 2015 qu'on a vu émerger un premier texte, un décret, qui par contre a été annulé donc par le Conseil d'État en juillet 2017, des acteurs n'ayant pas assez de temps pour donc répondre donc à ce décret. Enfin, le plan de rénovation en 2018 porté par Nicolas Hulot, le plan de rénovation du bâtiment, a reparlé donc de cette problématique tertiaire sur laquelle il fallait se pencher. Et c'est en 2018, en novembre 2018, qu'on a eu donc l'article 175 de la loi Elan, qui donc décrit des exigences assez opérationnelles déjà, on va les voir dans la prochaine diapositive, assez opérationnelles donc sur comment se mettre en ordre de marche pour améliorer la performance énergétique de ce vaste parc. Et enfin, en pleine canicule, en juillet 2019, est apparu le décret du 23 juillet 2019, qui est entré en vigueur la même année au début octobre, et sont apparus progressivement, donc en 2020, les différents arrêtés. En fait, c'est un arrêté, l'arrêté méthode, qui est progressivement mis à jour au fur et à mesure donc que les seuils sont définis par les différents groupes d'acteurs, donc seuil pour chaque activité du secteur tertiaire. Donc, ce qu'il faut savoir, parce que ayant personnellement et Timothée également participé au groupe de travail, il y a eu un très gros effort de la part de la DGALN et de la DHUP très exactement, de concertation pour faire participer donc les différents acteurs donc à la définition de cette réglementation. Donc on est très largement renseignés, informés donc par les pouvoirs publics au fil de l'eau sur la progression de cette réglementation. Voilà pour ce qui est donc du cadre général. L'article 175 de la loi Elan, il est déjà très structurant puisque il définit les cibles. Ce sont les bâtiments, parties ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire. Il y a déjà cette organisation en 3 types d'unités fonctionnelles, comme on appelle cela dans les arrêtés, à usage tertiaire et existant.
Donc, ce sont ça les cibles existants au moment de la publication de la loi. Les activités tertiaires, elles sont également bien définies donc dans un question-réponse qui est fort utile et sur lequel d'ores et déjà j'attire votre attention, qui est paru sous la houlette de l'ADEME et en relation avec la plateforme de remontée de données dont on va parler tout à l'heure, Opérat. Donc, ces activités tertiaires, ce sont les activités marchandes et non marchandes, c'est-à-dire que c'est le tertiaire public et privé qui est concerné donc par cet article 175. Alors, les objectifs, il s'agit d'objectifs, cette fois-ci d'action. On a laissé tomber le terme travaux qui était présent dans la loi Grenelle 2. Et ce sont des objectifs d'action qui doivent apporter une réduction de consommation d'énergie finale, soit en valeur relative, c'est-à-dire avec des objectifs relatifs par rapport donc à une consommation énergétique de référence, donc une réduction à l'horizon 2030 de 40%, de 50% en 2040 et de 60% en 2050, donc par rapport à cette consommation énergétique de référence. Et cette consommation énergétique de référence, elle ne peut pas concerner une année qui soit antérieure à l'année 2010, puisque l'objectif de cette réglementation, c'est bien de faire progresser donc l'ensemble du parc tertiaire par rapport donc à une année générale, une année globale de référence qui sera 2010. Donc, on a des objectifs qui sont en valeur relative ou qui peuvent être aussi des objectifs en valeur absolue et qui correspondront donc aux consommations des bâtiments nouveaux pour chaque type d'activité qui se déroule dans ces bâtiments, donc d'activité tertiaire qui se déroule dans ce bâtiment. Alors, il y a la loi précise que les actions qui seront donc développées pour atteindre ces objectifs en valeur relative ou en valeur absolue, bien ces actions, elles ne doivent pas détériorer la performance carbone, l'empreinte carbone des bâtiments, puisqu'elle s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone donc, du pays. Alors, s'il y a des raisons importantes pour ne pas souscrire, ne pas être en capacité d'atteindre donc ces objectifs en valeur relative ou en valeur absolue, eh bien l'État a ouvert donc une possibilité de modulation, donc une sorte d'exemption, mais qu'il faudra approuver. Ça, c'est si les actions d'amélioration de la performance énergétique font courir un risque technique, architectural ou sont non conformes à des servitudes liées à des bâtiments, voilà, droit des sols, voirie, etc. Deuxième type de raison de modulation, c'est s'il y a un changement d'activité ou du volume de cette activité. Et enfin, troisième raison de pouvoir donc recourir à cette modulation, à ces modulations, c'est si ces actions sont vraiment trop onéreuses, donc un prix disproportionné par rapport aux avantages qu'elles pourraient apporter. Donc tout ça, c'est encadré par la suite, donc il y a des précisions qui sont données, bien entendu, dans le décret, mais aussi dans les arrêtés. Donc ce que dit aussi la loi, c'est que dans le calcul donc, de l'énergie finale consommée, parce que toute cette réglementation est basée sur la consommation réelle des bâtiments et l'énergie finale, c'est-à-dire l'ensemble de tous les usages énergétiques doivent être donc comptabilisés dans cette consommation d'énergie finale. Donc, dans cette comptabilisation, eh bien, la chaleur fatale autoconsommée doit être déduite. Et de la même façon, les consommations liées aux recharges des véhicules électriques ou hybrides doivent être décomptées parce qu'elles sont considérées comme étant liées non pas à l'usage du bâtiment, mais à un usage transport. La loi précise également que les responsabilités de conformité donc à cet article 175 sont portées à la fois par les propriétaires et le cas échéant donc les preneurs à bail. C'est important, il y a un partage de responsabilités
Et ce partage de responsabilité doit refléter finalement les engagements des deux parties qui figurent dans les différents baux. Et c'est important de savoir cela puisque il y aura donc une traçabilité du respect de cette réglementation via une attestation, et cette attestation devra être donc annexée en cas de vente à la promesse, compromis ou acte de vente, et en cas de location donc au contrat de bail. Donc vous voyez un article 175 de la loi qui est déjà très structurant, assez précis. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Oui, il y en a une en effet. Catherine, est-ce que tu m'entends? Très bien, oui. Oui. Une question de Jacques Lamaison. Est-ce que le décret numéro 2020-887 sera intégré au tertiaire? Alors, le problème, c'est qu'il va falloir se renseigner sur ce que couvre le décret numéro 2020-887. On va demander à Jacques de dire de quoi ça parle. Jacques, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Je vous ai donné la parole, s'il vous plaît. Je vais voir si je le trouve. Ouais, vite fait sur Internet, sinon. Mais donc c'est un arrêté, hein? un décret numéro 2020-887. Oui, vous m'entendez? Jacques, allez-y vite Très fait. bien. J'ai mis du temps pour trouver la bonne touche, excusez-moi. Ça concerne le décret sur l'automatisme, un décret qui concerne l'automatisme dans les bâtiments tertiaires, en fait. Est-ce que c'est le décret qui est appelé de façon populaire BAX? Alors, je ne sais pas la façon populaire de le nommer, mais tous les dispositifs qui vont être rendus obligatoires pour les bâtiments, les dispositifs de contrôle et de commande, etc. oui, c'est Oui, exactement tout ça. à fait. Pour les 290 kW en production, en fait. Voilà. Oui, c'est aussi c'est un décret qui est venu de l'Europe, comme beaucoup de nos réglementations maintenant. Oui, tout à fait. Alors, ce décret, il s'inscrit complètement dans l'objectif du décret tertiaire, avec un recours de plus en plus important à tous les dispositifs de comptage. Oui, sur les bâtiments de comptage, et également les dispositifs donc de contrôle commande, puisque on va voir un peu plus tard là dans la description du décret que l'un des leviers sur lequel on peut s'appuyer, qui est efficace, et c'est écrit dans le décret tertiaire, c'est bien justement tous ces dispositifs de contrôle et de mesure. Tout à fait. Merci, Okay. Catherine. Merci. Mallory Roux, le numéro du décret, c'est 2020-887. Ouais. Voilà. Donc, un décret à lire attentivement. Merci. Absolument. Vite fait, Timothée, pouvez-vous nous redonner la définition de la chaleur fatale? Une question de Didier. La chaleur fatale, en fait, c'est la chaleur qui n'est pas utilisée, donc qui finalement pourrait être perdue, liée au réchauffement des équipements, etc., et qu'on vient récupérer pour produire, pour reproduire de la chaleur. Voilà. Donc l'idée de la chaleur fatale, c'est vraiment de ne pas perdre de l'énergie qui aurait pu être perdue via des échauffements notamment. Voilà. D'accord. Et qui permet de diminuer donc les consommations d'énergie qui sont livrées. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, justement, Julie Tounel va plus loin. Prenons un exemple. Elle consomme 200 MWh de gaz, soit 180 MWh de besoin thermique. Et elle génère 15 MWh de chaleur fatale qu'elle réutilise pour son activité. Combien doit-elle déclarer? 180 moins 15 ou 180? 180 moins 15? Enfin, non. Non, en fait, à son compteur d'énergie, elle a pris 200. Donc, c'est sa consommation. L'idée, c'est que si on utilise de la chaleur fatale, les 15 complémentaires peuvent être réutilisés pour ne pas consommer 15 de plus
Donc finalement, au lieu d'utiliser 215, on n'en utilisera plus que 200. Parce qu'on a récupéré la chaleur fatale. C'est comme ça qu'il faut le... Oui, c'est vrai. D'accord. Ok, je vous livre une dernière question, celle de Didier, et après on continue la présentation. Quelle obligation s'applique à un bâtiment en cessation d'activité? Activité en 2021 et plus d'activité en 2022, comme on peut le redouter avec la crise sanitaire et les liquidations. La cessation, est-ce que tu peux me rappeler, la cessation d'activité arrive en L'année prochaine, en 2022. En 2022. Une entreprise qui posséderait un bâtiment en activité cette année, mais qui ne serait plus en activité l'année prochaine. Alors, il faut déclarer donc les consommations des bâtiments donc au plus tard en septembre 2021. Donc le bâtiment sera en activité donc et en 2021 il faut déclarer donc les consommations de l'année N-1, c'est-à-dire 2020. Donc il faudra remonter ces données pour ce bâtiment. Par contre, l'année prochaine, en septembre 2022, donc il faudra remonter les consommations de 2021 également, donc il n'y a pas de par contre, également, n'est-ce pas? Et c'est en 2023 qu'il faudra cesser donc de remonter ces données, puisque il n'y en aura plus. Et il y aura donc des manières donc de déclarer le fait que ce bâtiment donc est en cessation d'activité. Donc, il faudra voir si c'est une cessation d'activité une cessation d'activité avec abandon ou alors et potentiellement destruction, ou alors si c'est une cessation d'activité avec reprise par un autre acteur derrière. Auquel cas, voilà, les caractéristiques du bâtiment avec son activité tertiaire en 2020-21 et je me souviens plus très bien, 2020-21 surtout, eh bien, seront conservés donc sur la plateforme Opéra, qui servira donc d'observatoire des bâtiments tertiaires en France. Alors, tout ceci est extrêmement bien décrit dans le question-réponse qui a été donc constitué par le ministère. Hein. Et ces cas donc d'abandon, de destruction, etc. sont décrits dans le question-réponse, et j'invite donc la personne qui a posé cette question, qui est tout à fait pertinente, à aller voir. Alors sur ce question-réponse. On peut peut-être donner l'adresse, ça se trouve facilement sur Internet, hein, ce question-réponse. Oui, vous tapez Opérat, O-P-E-R-A-T, sur Google pour ne pas le nommer, et vous allez tomber, c'est la première chose que vous allez trouver. C'est opérat.adem.fr ou adem.opérat.fr, l'adresse, quelque chose comme ça. Et FAQ. Je propose d'avancer parce que l'heure tourne. On va rentrer un peu plus dans le détail du décret. Alors là, c'est juste pour vous montrer un peu le contenu du décret, le plan. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun des points parce qu'une heure n'y suffirait bien évidemment pas. C'est pour vous montrer que la loi Elan vient cadrer un certain nombre de choses, donne déjà un bon cadrage du sujet et qui est précisé de manière de plus en plus précise par le décret d'application et les arrêtés successifs, certains étant parus, comme l'a précisé Catherine, d'autres on est encore en attente. Là, on a décidé de vous présenter quelques éléments du décret sur le champ d'application et la détermination des objectifs, notamment pour que vous ayez les idées un peu plus claires. Alors, je vais directement sur le champ d'application. En fait, ça concerne énormément, Catherine l'avait précisé,
de bâtiment. Le point d'entrée de cette réglementation, c'est bien évidemment le bâtiment. Alors, ça s'applique aux parties prenantes du bâtiment qui peuvent être propriétaires locataires. Mais on voit que les commerces, bureaux, établissements scolaires, gymnases, il y a une liste un peu à la Prévert. Il faut considérer finalement le tertiaire comme étant ce qui n'est pas primaire, donc exploitation des ressources naturelles, hein, que ce soit en extraction ou pêche, agriculture, et ce qui n'est pas activité industrielle. Sachant que même pour les industriels, les parties de bâtiments qui ont un usage en fait tertiaire sont soumises aux exigences du décret. Donc il faut bien dissocier l'activité de l'entreprise de l'usage que l'on fait du bâtiment. C'était justement une question de Valérie. Donc, vous avez la réponse, Valérie. Au niveau du champ d'application, ce qui va définir finalement, une fois qu'on a déterminé l'usage et donc qu'est-ce qu'une activité tertiaire, on l'a vu juste avant de manière assez rapide, hein, ce qui va déterminer les bâtiments qui sont assujettis, c'est la question de la surface. Il faut une surface de plus de 1000 m². On parle de surface de plancher et il y a 3 façons de la calculer. Soit vous avez une surface sur un seul bâtiment où c'est un même local d'un même tenant. Donc là, on voit ici un bâtiment complet, c'est par exemple des bâtiments de bureaux. On peut avoir un local tertiaire d'une surface de plus de 1000 m², par exemple, un magasin en bas d'immeuble, d'un pied d'immeuble résidentiel. Le résidentiel n'étant pas soumis à l'obligation, mais si le magasin fait plus de 1000 m², alors ce local, cette surface de commerce est soumise au décret. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est un ensemble de surfaces au sein d'un même bâtiment. Donc on voit, c'est le cas numéro 2. On voit que là, on est dans un immeuble haussmannien avec, il y aurait des logements dans les étages supérieurs, mais il pourrait y avoir des commerces en bas d'une surface de moins de 1000 m², 800, et puis 2 surfaces de bureaux avec 2 locataires, par exemple, des surfaces respectives de 800 et 500. Prises individuellement, ces surfaces sont moins de 1000 m², mais collectivement, l'ensemble de ces surfaces fait plus de 1000 m² dans ce bâtiment. Et dans ce cas-là, ces surfaces sont soumises aux exigences du décret tertiaire. Et le troisième cas, c'est des surfaces cumulées d'activités tertiaires sur un site, donc une unité foncière, avec, pareil, si la somme globale est supérieure à 1000 m², même si les surfaces individuelles sont inférieures à 1000 m², la somme globale est soumise aux exigences du décret tertiaire. À noter que pour ce troisième cas, ce qui va venir définir finalement la notion de site et l'approche par site, c'est bien quand on a un ensemble de bâtiments qui partagent un même point de livraison ou des équipements communs. Voilà. Si vous aviez sur un même site finalement 3 bâtiments qui auraient respectivement des points de livraison et puis des systèmes de production, par exemple de chauffage, complètement indépendants les uns des autres, on ne les considérait pas forcément comme étant un même site. Donc, on retrouve hein, les trois catégories, hein, bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments sur une unité foncière. À noter que ne sont pas soumis et sont exclus du champ d'application du décret les constructions provisoires, les lieux de culte et les activités à usage opérationnel à des fins de défense, sécurité civile et sûreté intérieure. Bon, derrière ça, il faut, voilà, je pense, c'est l'armée, la gendarmerie, la police, ce genre de bâtiments. Voilà pour finalement la définition et comment définir son périmètre d'assujettissement au décret tertiaire. Hein. Il y a 2 points d'entrée. Alors, c'est des bâtiments, mais qui ont un usage tertiaire et avec un calcul de surface tel qu'on vient de vous le présenter. Et j'ajouterais, Timothée, que le troisième cas dont tu as parlé concerne tout particulièrement les sites tertiaires. Hein, les sites industriels. Les sites tertiaires sur des bâtiments tertiaires sur des sites industriels. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais les sites industriels sont aussi potentiellement concernés par cette réglementation tertiaire. Donc on continue donc à dérouler le décret, et le décret précise bien que la conformité sera établie au regard de deux types d'objectifs, des objectifs donc en valeur relative, donc illustrés par la courbe en bleu ou mauve foncé, et donc des objectifs en valeur absolue. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de dichotomie?
Eh bien, tout simplement parce que on n'a pas attendu 2010 en France pour faire des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires. Et on a eu d'ailleurs en particulier une loi, première grande loi sur l'énergie et qui promeuvait donc les économies d'énergie donc en 2005. Hein, c'est la loi de programmation et d'orientation de la politique énergétique française, la loi dite POP. C'est, vous savez, cette fameuse loi qui a donné naissance au système des certificats d'économie d'énergie. Donc les personnes qui, du moins les propriétaires ou voire les locataires qui sont engagés dans des actions d'économie d'énergie antérieures à 2010, ils auraient risqué d'être pénalisés par donc par un système d'objectifs qui ne serait basé que sur des valeurs relatives. C'est la raison pour laquelle donc on a ces deux types d'objectifs, valeurs relatives et valeurs absolues. Et donc actuellement, le travail qui est en train d'être réalisé par la DHUP avec les différents acteurs donc des secteurs tertiaires, c'est la définition des objectifs, donc des seuils d'objectifs en valeur absolue pour les différentes catégories d'activités tertiaires. Et c'est ce qui donnera lieu donc aux prochains arrêtés modificatifs, qui n'est en fait que le même arrêté, qui est toujours donc renouvelé et auquel on rajoute donc des annexes sur ces seuils en valeur absolue. Alors, que dit le décret? Ça, je trouve que c'est important, cette mention des leviers d'action. C'est-à-dire que il y a une reconnaissance par la puissance publique que les gros travaux, hein, par exemple sur l'enveloppe, le premier levier, hein, sur la performance énergétique des bâtiments, le premier levier sur l'enveloppe, sont généralement des actions assez onéreuses, ne sont pas le seul moyen de réduire ces consommations. Et donc, sont cités cinq de ces leviers. Donc, outre les actions sur l'enveloppe, il y a également cette fameuse installation d'équipements performants, donc tout ce qui est autour des usages énergétiques, donc des équipements performants, et des dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements. On retrouve donc la question d'un participant donc en début de réunion. Donc, c'est un des leviers importants pour faire des économies. Il y a, une fois qu'on a installé donc ces équipements performants, eh bien, il faut les exploiter dans les conditions optimales. Donc, il y a les modalités d'exploitation de ces équipements. Il y a l'adaptation des locaux, comment on utilise ces locaux. Et puis, il y a aussi le comportement des occupants. Et donc, ces 5 leviers sont mis en avant dans le décret. Et il se trouve que ce sont des leviers que nous, à l'AFNOR, on connaît bien, puisque c'est autour de ces leviers qu'est organisée, par exemple, la norme de système de management de l'énergie. Hein, et donc, il y a des chapitres qui donc donnent une méthodologie, comment donc intégrer la mise en route donc de ces différents leviers d'action au sein donc d'un projet collectif, d'un projet commun d'entreprise, donc au niveau d'un système de management de l'énergie. Et c'est aussi donc ces leviers d'action, c'est aussi là où on va chercher des opportunités d'amélioration, vous savez, qui sont décrites dans les audits énergétiques, hein, les normes EN 16247, donc poussent donc à travailler sur ces différents leviers pour identifier les opportunités. Donc vous voyez, la boucle est bouclée entre la normalisation, la méthodologie et puis donc la réglementation, et on s'en félicite. Donc l'arrêté méthode, là on passe donc dans vraiment l'opérationnel. Donc il est organisé autour de 4 grands chapitres, et on retrouve, outre des définitions, on retrouve des choses autour donc des objectifs et niveaux de consommation d'énergie finale, avec comment s'organiser pour définir sa consommation énergétique de référence, comment on se projette et on calcule donc le niveau de consommation
en valeur relative et en valeur absolue. Comment donc on ajuste ces différents objectifs en fonction donc par exemple des variations climatiques, mais aussi donc des taux d'occupation donc de ces bâtiments. Donc le chapitre 2 donc se consacre donc aux conditions de modulation. Et le 3 eh bien, décrit finalement comment il va falloir remplir la plateforme numérique de recueil et de suivi qui sera donc opérée par l'ADEME. Et enfin, le dernier chapitre qui a été notamment amendé, bon, il y a un chapitre 6, 5 me semble-t-il, qui est amendé pour apporter donc des dispositions particulières liées donc à la crise du Covid, mais on en parlera tout à l'heure. C'est dans l'arrêté modificatif. Ouais, c'est dans l'arrêté modificatif dont on parlera tout à l'heure. Maintenant, je l'ai plus en tête que la première version. En tout cas, les dispositions diverses sont consacrées donc à la définition donc d'activités tertiaires qui ne feraient pas partie donc des activités qui sont décrites donc dans la foire aux questions de l'ADEME en lien avec la plateforme Opéra. Alors c'est dans les modalités d'application, donc il y a un zoom sur la façon dont on évalue l'objectif en valeur relative par rapport donc à une consommation de référence. Cette consommation de référence, elle est ajustée aux variations climatiques. Et également, donc, il est demandé, dans la mesure du possible, de remonter les indicateurs d'intensité d'usage, donc associés donc à l'année de référence, qui prévalait pendant l'année de référence et donc qui quelque part donc agissent sur cette consommation de référence. Et donc l'arrêté méthode donne l'équation donc pour les différentes échéances donc en valeur relative. Pour ce qui concerne des seuils, l'arrêté méthode en fait explique que les consommations en valeur absolue en fait se décomposent en deux composantes. Une composante qui est associée, la composante CVC, donc au confort thermique et à la ventilation, et dans une autre composante qui est appelée une composante use, c'est-à-dire utilisation, et qui donc couvre l'ensemble des autres usages du bâtiment. Et cette composante use, elle est bien entendu très tributaire de l'intensité d'usage, justement, du volume d'activité qui se développe dans le bâtiment. La composante CVC, elle est davantage dépendante, comme vous devez vous en douter, donc des zones climatiques et de l'altitude. Donc les différents l'arrêté modificatif dont va vous parler maintenant Timothée, eh bien donne des précisions sur ces différentes composantes donc pour les objectifs en valeur absolue. Alors, l'arrêté modificatif, en gros, son contenu, encore une fois, cette webconférence n'a pas vocation à vous présenter l'ensemble des arrêtés, on y passerait trop de temps, mais bon, au début, il vient préciser un certain nombre de termes, voilà, c'est des précisions sur, on va dire, sur le décret, et comme l'a évoqué Catherine, vient apporter des délais complémentaires compte tenu de la situation sanitaire qu'il y a eu en 2020. Donc en l'occurrence, c'est la déclaration de votre situation énergétique de référence. Donc la consommation énergétique de référence, c'est comme ça qu'elle est appelée dans ce décret. Vous deviez la déposer en septembre 2021 en même temps que la déclaration finalement de votre patrimoine assujetti. Il a été donné un délai complémentaire d'1 année
pour la déclaration de cette consommation énergétique de référence. Donc, vous aurez jusqu'en septembre 2022. Voilà. Au-delà de ça, ce qui nous intéresse, et c'était ce qui était quand même attendu dans ces arrêtés modificatifs, c'est surtout les seuils. Et les annexes, donc il y a tout un ensemble d'annexes sur cet arrêté modificatif, avec, on l'a vu, on le voit là, des facteurs de conversion, mais c'est l'annexe numéro 2 surtout qui va être très importante, c'est les niveaux de consommation d'énergie finale fixés en valeur absolue. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les seuils, en fait, sont fixés pour différentes catégories que sont les bureaux, les services publics, l'enseignement et la logistique. Donc, il y a tout un ensemble de catégories tertiaires pour lesquelles les seuils n'ont pas encore été définis. Et il y a encore des groupes de travail qui se réunissent, voilà, pilotés par le ministère, pour publier ces seuils dans des arrêtés modificatifs à venir. Voilà. Au-delà de ça, différentes annexes sur les ajustements de données en fonction, je ne vois pas ma feuille, excusez-moi, parce que j'ai en fonction des variations climatiques, voilà quel type de degré jour on utilise, le cadre type du dossier technique, donc pour faire valoir des modulations, les procédures d'échantillonnage, et ensuite les modalités de transmission à la base de données, donc à la plateforme Opera de l'ADEME, à quoi ressemblera finalement l'attestation numérique annuelle qui devra être publiée et jointe à tous les contrats donc, de location ou de vente, et le modèle de demande d'intégration d'une nouvelle activité. Ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était de vous montrer à quoi ressemble un tableau, finalement un seuil pour une activité donnée. Donc c'est un exemple parmi beaucoup, hein. On voit que là c'est la sous-catégorie bureau standard, cloisonné attribué, donc il y a une sous-catégorie open space, voilà, il y a différentes catégories de bureaux. Là on est vraiment sur une catégorie bureau standard, et on retrouve dans ce tableau la composante CVC dont a parlé Catherine tout à l'heure, hein. On se souvient que finalement le seuil s'exprime en composante CVC plus une composante d'usage, CVC plus use. Le CVC dépend de zones géographiques, finalement comme dans la réglementation thermique. Donc ce qui touche finalement au chauffage, ventilation, climatisation dépend essentiellement de la coque du bâtiment et de la localisation. Et une composante use qui, elle, dépend d'indicateurs d'intensité d'usage qui, pour les bureaux, là on le voit, c'est l'amplitude horaire annuelle, la surface de plancher, le taux d'occupation, surface de plancher par poste de travail, pardon, et le taux d'occupation. Donc, on définit un use étalon et en fonction de la réalité de vos indicateurs d'intensité d'usage, on fera varier votre valeur de composante use. Donc, si vous avez par exemple des amplitudes horaires plus importantes, vous aurez une composante d'usage qui sera un peu plus importante, donc votre seuil sera un petit peu plus important, ce qui est logique. En fait, on ajuste votre seuil en fonction de la réalité de vos usages. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, vous avez à travers les différents arrêtés, y compris l'arrêté modificatif, finalement l'ensemble des éléments qui vous permettront de définir votre stratégie, et c'est ce qu'on va voir de réponse aux exigences du décret, à savoir notamment est-ce qu'on a une approche en pourcent ou en seuil. Je laisse Catherine poursuivre sur l'attestation. Oui, ça c'est notre dernière slide entre guillemets réglementaire. C'est juste pour vous indiquer que bon, après que vous ayez déclaré sur la plateforme Opera vos consommations, vos niveaux d'usage de vos bâtiments, etc. Eh bien, le logiciel donc de la plateforme Opera restituera vos consommations, un certain nombre de ces données, donc sur une attestation numérique annuelle. Et sur cette attestation numérique annuelle, donc il y aura une illustration à travers ces dispositifs de feuilles. Il y aura 5 niveaux donc de respect de la réglementation. Donc en fonction de là où vous vous situez au fil des ans. Donc ça sera une attestation, donc elle est bien annuelle. Au fil des ans, comment vous vous situez sur une droite d'évolution là qui apparaît en rouge vers l'objectif. C'est important de comprendre que cet objectif qui est donné, c'est l'objectif en valeur absolue et non pas donc l'objectif en valeur relative. Pourquoi est-ce que le législateur, le réglementaire a fait ça? C'est parce que cet objectif en valeur absolue, c'est vraiment bon l'objectif vers lequel on doit tendre
pour un bâtiment donc de bonne qualité, de bonne qualité énergétique, si je puis dire. Alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas sur une bonne ligne donc de cet objectif vers cet objectif en valeur absolue que vous serez entre guillemets accusé de non-respect. Si vous respectez votre objectif en valeur relative, eh bien vous ne serez pas accusé de non-respect de la réglementation. Ça, c'est juste pour illustrer finalement la valeur entre guillemets verte du bâtiment à travers donc un dispositif de notation. Voilà. Donc on voulait attirer votre attention là-dessus. Donc les échéances réglementaires, pour les récapituler, donc première échéance, elle approche, hein, c'est 30 septembre 2021, c'est la remontée des données patrimoniales, les premières données de consommation, et aussi, on vous le recommande, réfléchir donc à vos indicateurs d'intensité d'usage, à la fois les indicateurs qui prévalaient au moment donc de l'année de référence, et puis ceux qui prévalent maintenant. Le 30 septembre 2022, donc il y a eu une échéance qui a été repoussée d'1 an pour faire remonter donc la consommation énergétique de référence. Toutes les années, tous les ans, il faudra le 30 septembre remonter les consommations donc de l'année N-1. En 2026, il y aura donc la date limite septembre 2026 pour donc faire remonter vos dossiers de modulation. Et enfin, donc fin 2031, donc c'est la vérification de l'atteinte des objectifs de la décennie. Donc là, c'est, vous voyez, 5 jalons entre donc 2021 et 2031. Mais de toute façon, tous les ans, il faudra faire remonter ces consommations. Catherine, que se passe-t-il si... Merci. Catherine, donc pour avoir en tête, hein, finalement, les échéances réglementaires, c'est bien de remonter des données de consommation, finalement, de faire de la remontée de données, et c'est en 2031 qu'on vous attend pour voir si vous avez ou pas atteint l'objectif qui est imposé par la réglementation, qu'il soit en pourcent ou en valeur absolue. Et finalement, c'est vrai que cette réglementation ne vous dit pas comment il faut vous y prendre. Alors, c'est l'objet de cette slide, c'est de vous montrer finalement les étapes qui sont importantes les étapes de votre feuille de route pour répondre aux exigences. Il va bien falloir définir le périmètre patrimonial, c'est la première étape. Voilà, les surfaces, les usages tertiaires, bien calculer tout ça et voir quels sont les sites sur lesquels vous êtes assujetti. Et ensuite, il va falloir définir une stratégie de réponse, et c'est dans le temps qu'il faudra venir recueillir des données, suivre vos consommations et les remonter sur la plateforme opérate de l'ADEME. Donc, ce que ne dit pas finalement le décret tertiaire, et ce qui va être le cœur un peu de la définition de votre stratégie, c'est comment s'y prendre pour définir cette stratégie. Et il va bien falloir définir votre situation énergétique de référence, savoir de quelle année vous partez, d'où vous partez. De là, voir si vous raisonnez en seuil ou en pourcent, en fonction des seuils qui s'appliquent à votre catégorie d'activité. Ça va vous donner finalement le gap à franchir, et pour franchir ce gap, il va falloir définir un scénario d'action. Les AAPE, c'est les actions d'amélioration de la performance énergétique. Derrière ce scénario, il y a évidemment des attendus en termes de performance énergétique, des coûts associés, et on va pouvoir voir si c'est acceptable d'un point de vue technique notamment ou financier. Et on peut commencer à envisager de savoir si oui ou non il faudra moduler l'objectif à la baisse et réaliser un dossier de modulation. Tout ça, ça va être des itérations qu'il va falloir faire sur vos différents sites. Mais l'idée, c'est vraiment, à travers la définition de ces stratégies de réponse, que vous allez vous fixer des objectifs sur les différents leviers qu'on a présentés, qui sont le comportemental, l'exploitation, le remplacement ou l'optimisation de vos équipements, et enfin sur l'enveloppe. On préfère le présenter dans cet ordre-là, parce que quand on initie une démarche, on commence aussi par le comportemental en général, avant de nécessairement isoler l'ensemble de son bâtiment. Donc voilà, il y a une graduation dans les différents leviers. Vous allez vous fixer des objectifs avec 2 questions importantes. Est-ce que j'ai une approche par site ou une approche patrimoniale? Parce que le décret vous permet de répondre à l'échelle d'un patrimoine aux exigences
de résultats. Et puis, une question aussi importante de savoir qui est responsable des actions en fonction des différents leviers. Est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire? La réglementation s'applique au bâtiment et donc à ces parties prenantes qui concomitamment doivent agir ensemble sur chacun dans le cadre de leur responsabilité. Voilà. Et c'est bien la fixation de ces objectifs, donc cette stratégie de réponse qui va vous donner une feuille de route dans les années à venir, et il va falloir bien évidemment mettre en œuvre, au-delà de remonter des données sur une plateforme, mettre en œuvre des actions sur ces différents leviers pour atteindre les objectifs imposés. Donc voilà, ça c'est les étapes de votre feuille de route. 1, bien définir votre périmètre. 2, quelle va être votre stratégie de réponse? Quels objectifs faut vous fixer, les actions concrètes à mettre en œuvre, et ensuite il va falloir les mettre en œuvre et remonter des données. Pour réaliser ces différentes étapes, il y a des outils pour vous aider à construire et à mettre en œuvre cette feuille de route. Et là, l'idée derrière, c'est que soit vous avez des compétences en interne pour le faire, soit vous pouvez faire appel à des prestataires externes. Alors, Afnor Énergie Ingénierie peut vous proposer de vous accompagner sur ces sujets, mais il existe bien évidemment et heureusement d'autres acteurs. Mais pour définir votre stratégie de réponse, notamment, alors la définition du périmètre patrimonial, c'est souvent du ressort quand même de votre ressort, hein, vous, maître d'ouvrage qui avez du patrimoine. Mais une fois que ce périmètre est bien défini, qu'est-ce qui va être le moteur l'outil moteur finalement pour définir votre stratégie? C'est bien un audit énergétique. Dont le but c'est de faire votre bilan de vos consommations, vous aider à fixer votre situation énergétique de référence, donc remonter un peu dans l'historique de vos consommations, définir un scénario permettant de répondre aux exigences, à savoir si on a raisonné en seuil ou en pourcent, avec les budgets associés, que ce soit des dépenses d'exploitation ou d'investissement. Donc vous permettre de définir finalement un planning de mise en œuvre et un cadencement des actions dans le temps pour atteindre l'objectif de moins 40% à l'horizon 2030 ou l'atteinte du seuil. Voilà. Donc, la réalisation d'un audit énergétique, vous n'y couperez pas, c'est vraiment sur ça que vous allez définir votre stratégie. Puis ensuite, dans la mise en œuvre de vos actions, c'est bien de vous faire accompagner par des AMO compétentes sur les sujets énergie, avec un vrai sujet qui est de comment vous allez venir vérifier les résultats réels des actions engagées et comment tout ça, ça va s'observer sur finalement votre facture, parce que les pouvoirs publics vous attendent sur vos données de facturation, hein, c'est de la donnée réelle, et il est important de s'assurer que quand vous allez initier des actions, les résultats apparaîtront bien et seront au rendez-vous sur votre facture énergétique. Alors, sur votre facture, sur vos consommations, hein, mais les consommations sont bien celles de vos compteurs, de vos points de livraison. Voilà. Pour vous accompagner aussi et vous aider dans la mise en œuvre de tout ce plan d'action et puis un outil qui permet de vous aider, hein, c'est bien évidemment d'acquérir ou d'avoir à votre disposition une plateforme de monitoring de l'énergie qui vous permet de faire ce qu'on appelle de l'energy management, mais qui est un support finalement, un support méthodologique, un support qui vous aide à la fois pour la réalisation de vos audits énergétiques, mais pour le suivi dans le temps de vos plans d'action, et qui peut être de bon ton, a fortiori quand vous avez un patrimoine assez étendu. Voilà ce qu'on voulait un peu vous présenter aujourd'hui, à la fois dans le contenu du décret, hein, les textes, les différentes étapes. Ce qui est important pour vous, c'est de bien retenir les exigences réglementaires, avec une première exigence qui est de remonter des données finalement, mais vous êtes quand même surtout attendu en 2030 avec des résultats en termes d'action opérationnelle, et il faut bien évidemment structurer votre démarche pour prendre les choses dans le bon ordre, avec en ligne de mire ce premier horizon décennal qui est de 2030. Alors, les systèmes de management ISO 50001 permettent de structurer votre démarche. On a fait toute une série de webconférences sur le lien entre le décret tertiaire et l'ISO 50001, c'était l'année dernière. On vous invite à aller voir les replays si ça vous intéresse. Le temps. Oui, Catherine, tu voulais… Oui, moi je voulais compléter par, avant de passer à la dernière slide, c'est que c'est vrai que ce décret tertiaire, décret et ces arrêtés, quand on les regarde la première fois, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est beaucoup de bon sens.
hein. C'est beaucoup de bon sens. Et nous, pour avoir suivi, pour avoir commencé à le mettre en œuvre, eh bien, faut faire les choses les unes après les autres. Et c'est certainement des choses que vous avez déjà faites dans le passé et qu'il s'agit maintenant eh ben, de pérenniser. Et voilà, en fait, c'est un peu un message d'encouragement et puis de dire que bon, c'est faisable. Bien sûr, Afnor Énergie est là pour vous aider, mais voilà, il faut pas. C'est des choses que vous avez certainement fait. Il y a les outils et il faut faire les choses les unes après les autres et puis ça ira. Voilà. C'est un peu mon message parce qu'on entend on entend tout et son contraire sur ces décrets, ces arrêtés et en fait, c'est beaucoup de bon sens. Voilà. C'est beaucoup de bon sens, effectivement. Merci, Catherine. Et puis, c'est de la méthodologie. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, donc à la fois, c'est un peu ambivalent parce que vous avez une exigence réglementaire qui arrive très vite, mais en même temps, le point de mire, hein, c'est dans 10 ans, c'est 2030. Donc, il faut arbitrer et être conscient de ça. Que finalement, ce qui est important, c'est pas tant de remonter des données tous les ans, même si ça va vous être utile, et c'est légitime d'avoir ce suivi-là. Enfin, il faut avoir en tête que vous avez 10 ans quand même pour atteindre un objectif. Pour finir, très rapidement, présentation de ce qu'on peut vous proposer, hein, Afnor Énergie. Finalement, vous accompagner sur des formations, notamment on a des formations sur le décret tertiaire où on vient rentrer beaucoup plus dans le détail sur tous les points qu'on vient de voir. Vous accompagner, on vient d'en parler rapidement, et puis vous certifier. Donc, des formations, tout un panel d'un catalogue de formations sur l'efficacité énergétique, y compris sur des sujets très techniques de mise en œuvre opérationnelle sur vos équipements, etc., au-delà d'outils méthodologiques comme par exemple mettre en place un système de management de l'énergie. On peut vous accompagner, on a aussi une plateforme de monitoring qui peut vous aider à piloter, on va dire, votre démarche énergie. Et enfin, Afnor Certification qui peut donc vous certifier, venir certifier, faire des visites d'évaluation certifiées au système de management de l'énergie. Si vous êtes bureau d'études, on peut aussi délivrer des qualifications vous permettant de réaliser des audits énergétiques, alors conformes, on va dire, à la réglementation grandes entreprises pour les audits énergétiques, mais aussi pour déposer vos dossiers de modulation. Voilà, vous avez les liens si vous souhaitez en avoir plus. On vous invite à aller sur ces sites ou nous contacter, bien évidemment, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Voilà. Bon, il est midi. Je pense qu'on peut se garder encore un peu de temps pour quelques questions. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. On vous cède la parole si vous avez des questions. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord, il y a une salve de questions, dont beaucoup d'ailleurs portent sur l'industrie, donc j'invite les personnes qui posent ces questions. Le 14 septembre, ça sera l'épisode dédié aux applications industrielles du décret tertiaire. On a notamment Laurence qui demande si sur un bâtiment industriel dont les zones de bureaux sont dispersées, doit-on additionner ces mètres carrés pour comptabiliser les mètres carrés assujettis au tertiaire? Bonne question. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas un bâtiment unique qui fait mais une somme de petits mètres carrés par-ci par-là. Ouais, j'ai envie de dire la réponse est pas évidente. On est vraiment à la limite de l'exercice. Vous pouvez avoir sur un site, comment dire, un site industriel, un bâtiment dédié, par exemple à des bureaux, etc. Et dans ce cas-là, la réponse est assez simple. Ensuite, au sein d'un bâtiment, vous pouvez avoir une partie de bureau, puis une partie plus liée à l'industrie, on va dire à la production. Et dans ce cas-là, on peut considérer que cette partie de bureau est à prendre en compte. Quand on commence à dispatcher des tout petits bouts de bureau qui sont associés à la production industrielle, on peut considérer que non. Maintenant, j'ai envie de dire, là, on est vraiment à la limite de l'interprétation du texte.
Je pense qu'il faut avoir en tête, alors, il ne faut pas oublier que dans les locaux industriels, il y a aussi les aspects logistiques. La question s'est posée, par exemple, sur la logistique. Si vous avez des zones de stockage sur un site industriel qui sont en amont de la production ou en aval, qui sont vraiment des zones tampons, qu'on pourrait plus associer à de la logistique, on considère que c'est du tertiaire. Si ces zones de stockage sont vraiment intégrées au process industriel, on considère que c'est le process industriel. De la même manière, je pense qu'on peut considérer que si on a des bouts de bureau qui est vraiment adossé à une ligne de production et vous avez quelques bureaux qui sont liés à cette ligne de production et puis d'autres bureaux qui seraient plus liés à celle-là, on doit pouvoir considérer que c'est c'est l'activité de transformation. Ouais, voilà, que c'est des bureaux qui sont liés à l'activité industrielle. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un peu de bon sens. Alors, c'est vrai que c'est sujet à interprétation, hein, on est bien d'accord. Moi, souvent, j'échange avec de nombreux acteurs, hein. Il faut aussi remettre, on va dire, cette question au regard de l'enjeu global. Si vous êtes un industriel, que vous avez traité par exemple votre siège, que sur votre site industriel vous avez traité le bâtiment qui est pur bureau, etc., et que vous vous posez des questions à la marge, j'ai presque envie de dire, si c'est anecdotique, on ne va pas vous embêter pour ça. Maintenant, si c'est le seul sujet et qu'il y a des interprétations qui sont encore à trancher, nous à ce stade, on n'a pas les réponses. J'ai envie de dire, on vous renvoie vers les pouvoirs publics. La question-réponse de l'ADEME qui est très bien faite, où vous pourrez éventuellement avoir des réponses et des précisions, et sinon se poser la question directement au pouvoir public, hein. Il y a une adresse sur la plateforme de l'ADEME qui vous permet de faire ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement. Oui, il va falloir faire des réponses plus courtes, Timothée. En effet, on va se prendre encore 5 minutes pour quelques questions. Fabrice nous demande les étages d'hébergement des établissements de santé, hein, donc les chambres patients, sont-ils considérés comme bâtiments tertiaires? Alors, sur les établissements de santé, il faut vraiment distinguer des établissements de santé avec soins d'établissements plus de logements en fait de personnes âgées sans qu'il y ait véritablement donc de services développés en termes de soins. Là également, il y a un question-réponse hein, dans la foire aux questions. Voilà, donc c'est la même chose pour c'est la même chose. On peut mettre en parallèle tout ce qui est les habitations pour étudiants, vous savez, tous les crous, etc. Les logements pour étudiants dans les crous ne sont pas concernés. Par contre, ce qui est concerné, c'est souvent, moi je sais qu'il y a un crous à côté de chez moi, il y a des installations sportives, il y a un grand restaurant universitaire, et bien ça, ces surfaces-là sont concernées si elles font plus de 1000 mètres carrés. Est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait, tout à fait. Une question de Gabriel à laquelle Timothée a déjà plus ou moins répondu. J'ai bien entendu que les industriels étaient concernés pour leur surface de bureau, mais quid des entrepôts? Ah ben, les entrepôts, donc je vais préciser juste ce qu'a dit Timothée, c'est que sont concernés par la réglementation tertiaire les entrepôts en fait qui finalement appartiennent à la chaîne logistique, c'est-à-dire où sont entreposés des produits finis, des produits qui ne seront plus transformés. J'ai le ministère qui me donnait l'exemple d'une usine de raviolis. Eh bien, les zones en amont des zones de fabrication donc des raviolis où sont entreposées les carcasses, etc. Eh bien, ces zones-là ne sont pas considérées donc comme assujetties au décret tertiaire parce que ces carcasses vont être transformées. Par contre, après l'empaquetage, etc. Des raviolis dans leur boîte, dans leur sachet, qu'importe, et leur stockage avant d'être redispatchés, eh bien, ces entrepôts-là, donc en aval, sont concernés par la réglementation tertiaire. Très bien. Ça nous ouvre l'appétit en plus, Catherine. Les locaux de gendarmerie, on en a parlé, sont-ils assujettis? Non, c'est considéré comme de la sécurité intérieure. C'est les exemptions hein, du décret tertiaire. Ok.
Une question de mesure. Comment différencier les consommations tertiaires et les consommations industrielles dans des établissements qui ont une distribution d'énergie non différenciée? Question de Didier. Timothée, je te laisse répondre. Il faut instrumenter, avoir du sous-comptage. La réponse, encore une fois, du ministère est assez claire là-dessus. Ouais. Quand il y a un besoin de dissocier des surfaces, il faut instrumenter. Voilà. Donc pour définir des clés de répartition, voilà. Mais il faut instrumenter. D'accord. Didier va instrumenter. Donc, j'en profite, Guillaume, pour préciser qu'il y a une excellente norme sur la définition d'un plan de mesurage. Voilà, je vais rechercher son numéro parce que je ne connais pas par cœur, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié chez AFNOR Énergie. C'est la NFEN 17267 sur donc le plan de mesurage et de surveillance de l'énergie, conception et mise en œuvre, principe de la collecte des données énergétiques. Je vous recommande la lecture de ce document. En plus, c'est la France qui l'a en grande partie écrit. Donc bon, soyons un peu cocorico. Voilà. Très bien. Merci Catherine. On va terminer avec cette question de Jean-Yves qui introduit l'épisode 2 du 8 juin. La situation de référence passe-t-elle par une mesure effective ou bien peut-elle être réalisée par évaluation, par extrapolation? La consommation énergétique de référence, en fait, finalement, si vous avez besoin de retourner sur un historique, évidemment que si vous n'avez pas eu de sous-comptage ou enfin de comptage dédié à la surface qui est concernée, ce sera forcément une évaluation. On ne peut pas instrumenter le passé, hein, le passé étant le passé. Maintenant, il y a certains cas, et c'est pour les bâtiments finalement assez récents, où on peut utiliser une année de référence là, qui finalement est cette année. Dans ce cas-là, on engage les gens à instrumenter aujourd'hui, mais voilà, évidemment que si c'est le passé, il faudra trouver une clé de répartition et l'évaluer. Alors, par contre, excuse-moi, je me permets de préciser, donc la réglementation est quand même assez précise là-dessus. Donc, la consommation énergétique de référence doit reposer sur des données réelles. Donc, si jamais on n'a pas une consommation énergétique de référence passée, eh bien, il faudra prendre la première année où on a ces consommations qui sont disponibles. Donc voilà, parce qu'il y a une question-réponse là-dessus sur Opera et c'est assez clair là-dessus. Il faut faire attention. On ne doit pas monter donc une consommation de référence qui est modélisée, qui est voilà. Ça doit être basé sur des données des données réelles, des données de facture ou des données mesurées. Voilà. Ok, je ne peux pas résister à l'envie quand même de donner cette question de Karine avant de clore. Nous sommes soumis à l'audit énergétique obligatoire tous les 5 ans, donc entreprise de plus de 250 personnes. Nous l'avons réalisé en 2019, il y a 2 ans. Devons-nous malgré tout déclarer chaque année sur Opérat? Oui. Oui. La réponse est oui. Oui. Par contre, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire quand on vous enjoint de faire de bons audits énergétiques, de bonne qualité, de façon à ce que vous puissiez utiliser les données de ces audits énergétiques grandes entreprises, eh bien, pour nourrir le respect de votre obligation sur le décret tertiaire. Merci Catherine Moutet, merci Timothée Goutet, merci à toutes et à tous aux 61 qui sont encore restés jusqu'au bout pour votre attention et puis pour vos questions qu'on n'a pas pu prendre en intégralité, on en est désolé. Vous devez voir à l'écran normalement nos prochains rendez-vous. Je vous invite donc le 8 juin pour approfondir la question de la situation énergétique de référence et surtout, puisque apparemment les questions portaient là-dessus, le 14 septembre,
pour une séance plus dédiée à l'énergie, aux bâtiments qui appartiennent à une entreprise de l'industrie. Pardon, excusez-moi, pour les bâtiments industriels concernés par le décret tertiaire. Je vous remercie. Catherine, Timothée, un petit mot de conclusion et nous rendons l'antenne. Moi, je vous remercie de votre participation. Je vous enverrai l'ensemble, enfin la présentation, et puis bon, pour ceux qui ont besoin, qui souhaitent en savoir plus ou poursuivre les échanges, on restera à votre écoute. Voilà, je laisse Catherine clôturer. Bon appétit à tous. Écoutez, merci pour votre patience, de nous avoir écoutés si longtemps, et en fait, je redis que cette réglementation, c'est beaucoup de bon sens. Et en fait, l'idée, c'est de faire progresser, de donner plus de valeur à nos bâtiments. Et puis, c'est important, hein, le secteur du bâtiment, c'est crucial avec le secteur du transport, vous devez le savoir, dans l'atteinte de nos objectifs donc bas carbone, hein, faire baisser notre empreinte carbone. Alors, je sais que grâce au nucléaire, la France est vraiment très bien placée, mais bon, c'est important de continuer et de travailler donc sur ces bâtiments. Voilà. Merci. Merci Catherine, et puis c'est jeudi, c'est ravioli. Bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.